qui tuait le riz, Oui. qu'on avait découvert le riz dégénéré dans les bas-fonds. Il semble-t-il que ça a été abandonné Oui. lorsqu'il y a eu la conquête Peul par les anciens Baga qui cultivaient, qui se sont retrouvés en Basse-Côte. Bon, il y a des récits qui le montrent très bien. Donc, on est remonté, et pour comprendre le foncier, il faut remonter dans le temps. Dans le temps. Allez, il faut comprendre la question du foncier, il faut remonter dans le temps parce qu'effectivement, vous le dites d'ailleurs dans l'ouvrage, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous dites tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, en gros, ce n'est pas avec les termes que c'est dit, mais en gros c'est comme ça que j'ai compris, je veux dire, tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui autour du foncier viennent de très loin. Absolument. Et d'ailleurs, vous faites une comparaison intéressante là-dessus, le professeur Pierre-Philippe Rey d'ailleurs revient là-dessus, c'est le conflit ivoirien. Oui. Il y a un ouvrage qui est même cité là-dedans, Oui. c'est-à-dire que cet ouvrage traitait déjà de la question du foncier en Côte d'Ivoire, dans la région de Gagnoa, oui. D'où est originaire le Babou. président Gbagbo. Oui. Et bon, l'ouvrage indique que 50 ans avant, parce que l'ouvrage est écrit il y a très longtemps, cette personne, cet auteur, évoquait déjà des possibilités de conflit et que ça révèle que tous les problèmes qu'on peut avoir et que la question foncière en quelque sorte au cœur de cette crise ivoirienne. Absolument. Et ça, c'est expliqué, il y a une comparaison de fait avec cette réalité. Mais pour revenir, oui, ça c'est donc ça montre bien que le foncier, et quand on n'est pas maîtrisé, organisé, ça peut avoir des conséquences. Les actes que vous posez aujourd'hui, vous pensez que c'est réglé. C'est pour ça que les politiques ont une vue très courte. Et simplement de jouer sur au moment où. Oui, les enjeux politiques du moment. En manipulant ou en jouant sur les registres. Mais c'est des conséquences qui vont payer dans 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Ça va revenir au galop. Le foncier, si vous ne le réglez pas, il revient toujours au galop. Quand je prends le cas de ce qui se passe à Cap-Vert aujourd'hui, c'est que ce sont des actes qui ont été posés depuis très longtemps. Ce n'est pas l'autorité actuelle, ce n'est pas sous Alpha Condé, ça s'était posé avant de la réalité. C'est ça que lui, il gère les conséquences des actes qui ont été posés depuis plusieurs années. Et depuis sur le régime de Sékou Touré, jusqu'à sous Lansana Conté, regardez la Constitution. Mais vous dites que, et ça c'est intéressant, vous dites que l'État ne maîtrise pas ces territoires. L'État ne maîtrise pas. Et non. Que Puisque la plupart, regardez le domaine public maritime, regardez au vu au sud de tout Conakry, on construit tout au long. Oui. Alors que oui. C'est illogique, on ne comprend pas. C'est le seul pays où on voit, on pleut la mer à Conakry. Faites le tour de Conakry, vous voyez la mer où? Sauf au niveau du Palais du Peuple, parce que cette zone, mais à partir de Résidence 2000, que ça a commencé. Donc, on continue aussi au vu, tout le monde. Mais ça, c'est des choses qui vont se retourner plus tard. Hein? Aujourd'hui, bon, l'autorité, là, on fait ce qu'on peut faire, ce qu'on veut, mais normalement, on ne construit pas, on ne remblait pas la mer pour construire. Oui. Et ça se législation fait partout. Et bien sûr, il y a la loi qui l'interdit. Et depuis le Code civil, on ne construit, c'était clair, les textes sont clairs, mais bon, les gens font ce qu'ils veulent. Mais les conséquences, on ne les paye pas aujourd'hui, on va les payer plus tard. Alors pour parler du foncier, parce qu'effectivement, on a des préfectures comme, on le sait, par exemple, des préfectures comme Djubreka, pour ne prendre que cet exemple, on sait que près de 90%, sinon plus, près de 90% des affaires à la justice, c'est le foncier. Et cela, en fait, est une réalité aussi pour l'ensemble des pays. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que, puisque vous êtes spécialiste en la matière, je veux dire, donc, les autres pays africains, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème lié au foncier. Mais en Guinée, c'est quand même particulier. Au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, il y a moins de problèmes comme c'est le cas en Guinée, où régulièrement, de façon récurrente, vous pouvez retrouver 5-6 personnes et même plus qui revendiquent une même parcelle de terrain, même terrain de construction. Comment ça peut arriver? Mais dans un pays où celui qui est censé protéger, si le père de famille mange sans ses enfants, il est censé protéger. Si c'est vraiment le fonctionnaire lui-même qui est chargé d'organiser le foncier, c'est le premier à vendre le domaine public et privé de l'État, est-ce qu'on peut s'en sortir? Donc c'est ça le problème de la Guinée. Le problème de la Guinée, le foncier, il s'occulte. Il n'y a pas de transparence. Je rappelle que la dominalité publique a vraiment bloqué la plupart des États africains. Il faut sortir de la dominalité. L'État n'est pas censé être propriétaire de terres.
L'État peut protéger certains domaines publics, privés, tout ça, la mer, les textes indiquent très bien quels sont les domaines qui reviennent, ce sont des domaines publics, hein. Oui. Je ne dis pas qui appartiennent à l'État, Oui. domaine public appartenant à toute la collectivité, hein. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre. Non, c'est des domaines qui sont censés pour les équipements publics, pour la protection de la nature, l'environnement, etc. Mais ce sont les collectivités locales, les particuliers, les personnes physiques et morales qui peuvent être titulaires de droits de propriété et l'État garantit cette propriété, l'organise, l'aménage, il fait des zones de résidence, crée des aéroports, des équipements publics, il impose surtout la fiscalité. Et donc à ce moment, c'est l'État organise et impose une politique fiscale. Et c'est cette politique fiscale qui fait de l'État une puissance publique, parce que ce sont ces ressources qui nous permettent. Mais en Guinée, on a mis eux-mêmes parce que c'est que la fiscalité. Oui. On a fait une étude pour l'Union européenne, la fiscalité des collectivités locales, ça montre bien qu'une fois qu'il y a la confiance entre communautés, parce qu'il y a une crise de confiance entre la communauté et l'État. Si les gens ont confiance, pour qu'on paye, ils payeront l'impôt. Voilà, oui. Parce que s'ils savent que cet argent n'est pas destiné à l'intérêt général, et parce que le président Alpha Condé le dit lui-même, une fois qu'un Guinéen court, il transpire, ce n'est pas pour l'intérêt général, c'est pour lui-même. Oui. Allez, professeur Moustapha Keïta Diop, auteur de Femmes et Terres en République de Guinée, un ouvrage qui traite de la question du foncier, question extrêmement complexe, oui, d'après en tout cas ce qu'on comprend, puisque effectivement, et d'ailleurs j'en profite pour vous poser la question, vous avez fait la thèse de doctorat, c'est une thèse de socio-anthropologie du développement. Socio-anthropologie du développement. Alors vous allez nous aider, je vous vois rire, mais vous allez nous aider, et c'est aussi pour nos téléspectateurs. C'est quoi la différence entre un sociologue et un anthropologue? Oh, question complexe, mais ça veut tout simplement dire que, pour répondre simplement, que la sociologie était considérée comme une science de société industrielle. Oui. L'anthropologie, mais pour parler de l'ethnologie, qui est une méthode qui aboutit donc à une analyse anthropologique générale, est considérée comme l'observation, le mode d'observation des sociétés exotiques. Or, aujourd'hui, c'est pour dire que les objets ne sont pas statiques dans le temps et dans l'espace. Dynamique. Avec la migration, oui. les sociétés exotiques sont devenues industrielles, oui. et les sociétés industrielles sont devenues exotiques. Parce que vous avez maintenant toutes les couleurs. Oui. Vous voyez toutes les couleurs. Donc l'objet est devenu convergent, et c'est pour ça qu'on parle de socio-anthropologie. Bien. Aujourd'hui. Socio-anthropologie, donc je veux dire, ça c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que à la fois pour les politiques, c'est un ouvrage sincèrement que moi je pense, en tout cas, que je recommanderais à ceux qui font de la politique pour comprendre qu'au-delà des enjeux politiques qu'on peut avoir, effectivement, il y a des réalités qu'on ne peut pas négliger, qu'il ne faut pas négliger. D'ailleurs, c'est le lieu peut-être pour nous de parler un peu de votre colloque, ce colloque international sur la question du foncier qui a fait intervenir des acteurs venus du Canada, on avait suivi à l'université, venus du Canada, venus de la Côte d'Ivoire, du Gabon, il y avait eu des expériences de la Mauritanie, etc. Chacun a exposé sur une expérience bien déterminée. On a vu notamment l'expérience du Gabon qui personnellement m'avait vraiment frappé. L'État, nos États en Afrique sont dans des dynamiques de développement, ce qui nécessite à un moment donné, il faut le dire, des investissements sur l'espace pour des projets, pour développer de grands projets. Mais en même temps, face à ces enjeux, il y a les enjeux environnementaux, écologiques. Et comment on fait pour faire la part des choses devant ces situations? Aujourd'hui, on est vraiment avec la pression démographique. Tout à fait. Et la raréfaction des ressources naturelles, la question foncière est devenue cruciale, vitale. Et quand on parle du foncier, il faut savoir c'est ce qui est une des sources les plus importantes de conflit aujourd'hui, c'est l'eau. Oui, c'est l'eau. Et je revenais donc du Sénégal dans le cadre de l'OMVS, de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, dont la Guinée fait partie, et qui vient de rejoindre d'ailleurs les autres, parce que ça fait longtemps que la Guinée ne participait pas aujourd'hui. Donc tous ces pays connaissent des problèmes fonciers, comme la Côte d'Ivoire, tous nos pays
connaissent. Donc le problème foncier se retrouve maintenant à deux niveaux. Il y a le niveau national, donc les ressources qu'on partage sur notre propre territoire, mais il y a aussi au niveau régional, comme la gestion des bassins versants, des ressources naturelles, parce que la gestion d'une ressource naturelle dans un territoire donné peut avoir des répercussions sur les autres pays. Donc d'où la nécessité d'une ressource, d'une gestion en commun des ressources naturelles au niveau. Donc c'est vrai que la question foncière aujourd'hui dépasse les États, parce qu'il y a eu un document très important qui a été promulgué par l'Union africaine, ce qu'on appelle les lignes directrices de la gouvernance foncière en Afrique, qui a été en 2010, suite aux accaparements des terres qui se multipliaient partout, pour protéger quand même les terres. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment maintenir les Africains sur leur sol. Comment faire en sorte que les Africains ne soient pas étrangers ou ouvriers agricoles chez eux. Et si vous voyez ce qui se passe dans les zones minières, l'État, on déguerpit, on exproprie. Mais non. Pourquoi l'État a besoin d'exproprier les communautés? Parce qu'on est toujours enfermé dans cette logique de domanialité en pensant que seul l'État est capable. D'un côté, on dit que l'État ne peut pas tout faire. Mais l'État est partout où les populations peuvent avoir les ressources ou gérer en autonomie, où l'État se contente d'organiser et des taxes ou de la fiscalité. Mais on veut tout monopoliser. L'État est corrompu, il faut le dire. Donc c'est ça le problème qui se pose. Si l'État pouvait garantir l'intérêt général, personne n'allait contester. Si on conteste, c'est qu'on sait très bien que si l'État... Là, les communautés vont être exclues et vont s'enfermer dans la pauvreté. C'est ça le problème. Jusqu'à présent, les États africains n'arrivent pas à remettre en cause la question de domanialité qui n'était pas faite pour l'intérêt des Africains. C'était faite pour installer les colons. Et jusqu'à présent, cette logique continue. Parce que quand les investisseurs viennent, laissez la place aux investisseurs. Et on déguerpille tous les jours les Africains chez eux. La question de la domanialité publique, donc justement, que notre auteur met en cause, parce qu'effectivement, vous dites, et ça c'est intéressant, c'est vrai, vous dites que la domanialité publique, c'était le fait de la colonisation, et on sait que la colonisation, le but, c'était justement Ça avait deux objectifs. Installer les colons, exploiter les ressources naturelles et exporter. Nous, nos ports, nos ports ne sont pas destinés à l'intérieur, ils sont destinés à l'extérieur. Pour exporter. Voilà. Et, donc, ça continue. Le colon est parti et on a maintenu cette économie publique. Et donc, continue. On n'arrive pas à dépasser. Vous dites, et ça c'est important que je revienne là-dessus, vous dites, parce que vous êtes de la communauté des scientifiques, chercheurs, enseignants, chercheurs, pour éclairer justement l'État. Quel est le rôle que vous faites pour que ne serait-ce qu'alerter l'État sur ces problématiques, puisque vous menez des études. Ces études-là vont où? Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on en a fait? Bon, de toute façon, parfois quand on voit certaines décisions, on se dit, est-ce que nos politiques lisent? Quelles sont leurs références? Qui conseille? Nous, on n'est même pas consultés. Si on est consulté généralement par les experts. L'État ne nous consulte pas, il nous emploie, mais il ne nous consulte pas, c'est triste. Puisqu'on est un des grands experts fonciers, on a des réseaux régional, on travaille, on réfléchit depuis sur 20, 30, 40 ans de politique foncière, mais on n'est pas consulté. Parce que, en fait, nos politiques raisonnent toujours à court terme. C'est en fonction des enjeux électoraux et qu'on met. Donc, on n'est pas dans le foncier et le développement d'un pays, c'est à long terme, de 20 ans, 30 ans, 40 ans. On travaille pour ses enfants et pour ses petits-enfants. On ne travaille pas pour soi-même. Et donc, c'est une projection long terme. Nos politiques, ça ne les intéresse pas, ils sont à court terme. Moustapha Keita Diop, voilà, qui nous fait le plaisir de nous tenir compagnie. On fait la causette autour de son ouvrage « Femmes et terres en République de Guinée ». Il est socio-anthropologue du développement, donc justement, mais son ouvrage porte sur la question du foncier. Et pour cas d'étude, c'est les plaines de Timbi Madina qui ont fait l'objet d'une longue observation, étude, réflexion, justement pour aboutir à cet ouvrage que nous vous recommandons. Femmes et terres en République de Guinée. Justement, alors donc le fait que le foncier, on va résumer là-dessus pour passer à une autre rubrique rapidement. Le fait que le foncier, comme vous l'avez dit, soit au cœur, soit transversal, justement, pour vous, quelle place devrait-on donner donc au foncier dans le processus même de développement, dans les objectifs de développement? Parce que nous, dans nos études, ce que j'ai recommandé, c'est de créer, comme dans certains pays, un seul ministère pour le foncier.
puisqu'il y a un grand conflit sur la gestion foncière. Il y a même parfois des confusions entre différents ministères. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'aménagement du territoire, etc. Et le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Environnement, alors qu'il s'agit d'une seule ressource naturelle. Donc il fallait simplement avoir un seul ministère chargé de la gestion des terres et des ressources naturelles en Guinée. Maintenant, c'est l'État qui doit définir l'affectation de ces terres en fonction des besoins, puisque nous, on considère que l'État est une seule personne publique, morale, publique. Qui garantit pour tout le monde. Et que les ministères ne sont que l'organisation technique pour la mise en œuvre de la politique de l'État. Donc, je ne peux pas comprendre que les ministères soient en conflit alors qu'il s'agit d'une même personne. Oui, c'est le cas sur le terrain. Et donc, du coup, chacun, c'est le cloisonnement. Et donc, du coup, il faut décloisonner le foncier en Guinée, faire en sorte qu'on crée un seul ministère qui s'occupe de ça. Et là, on crée ce qu'on appelle la transparence. Pour le moment, c'est cloisonné. On est dans c'est complètement occulte. Donc, opaque. Ça, c'est la promesse. Si la Guinée veut vraiment, je dis, si on veut développer notre pays, je ne sais pas si on veut continuer à maintenir les privilèges. Ça, c'est un autre problème. Mais si on veut régler ce pays durablement, c'est de décloisonner la question foncière au niveau de l'État et créer un ministère qui permettrait en ce moment de gérer, parce qu'il n'y a pas que simplement la question des ressources naturelles, il y a toute la question de la fiscalité, toute la question de mutation. Donc on essaie de regrouper tout ça avec un ministère qui va coordonner ça de manière à ce qu'on ait une transparence. Mesdames et messieurs, donc le foncier au cœur de notre numéro parenthèse d'aujourd'hui avec professeur Moustapha Keita Diop. On a fait la causette avec lui autour de son ouvrage « Femmes et terres en République de Guinée ». Alors, à présent, mesdames et messieurs, quittez pas, nous allons passer au marque-page. Marque-page, Femmes et terres en République de Guinée, page 255. Pour garder le pouvoir, les chefs locaux étaient obligés d'envoyer leurs enfants à l'école française. Le premier enfant de la famille régnante envoyé à l'école française fut Alpha Amadou Ouri Diallo du parti Alfaya de Tiapata. Mamadou Dioulde Diallo, le dernier chef de canton de Timbi Madina, ne faisait que suivre les traces de son aîné. Alpha Amadou Ouri Diallo, premier fonctionnaire de Timbi Madina, né vers 1890 et décédé en 1978. 1907, il fréquenta l'école primaire de Kouroula à l'Abbé. 1913, l'école primaire de Mamou. 1914, interprète du commandant de cercle de Pita. 1918, il participa à la Première Guerre mondiale. 1919, il revint avec le grade de sergent-chef. 1920, après la guerre, il reprend son poste d'interprète à Pita. De 1920 à 1931, fonctionnaire en service à Télimélé. Ainsi de suite, vous allez savoir pourquoi, jusqu'en 1956, en service à Pita et pratiquait dans le même temps l'agriculture. 1956, il adhéra au parti de Barry III. 1959, il adhéra au PDG RDA. 1965, il prit sa retraite définitivement. Pour Ismaël Tiapata Diallo, les mutations successives de son père étaient de la part de l'administration coloniale une stratégie pour l'éloigner de la chefferie de canton de Timbi Madina où il restait l'héritier légitime. Fin de citation. Alors donc en fait on a parlé de l'histoire, de la part de l'histoire dans tout le processus concernant le foncier et donc ce petit extrait dans le cadre de notre marque-page, c'est pour donner une petite idée puisque on en a parlé. Alors on va passer au deuxième extrait, ça va être à la page 65. En Afrique traditionnelle, le statut social de l'ancêtre détermine la situation sociale et politique de ses descendants. Chacun hérite donc de la position sociale de son ancêtre, soit par le travail, droit foncier légitimé par le défrichement, soit par la force, droit de propriété justifié par la conquête. Selon la tradition locale, répandue notamment dans la plaine de Timbi Madina, Mama Djeberi est considéré comme l'ancêtre commun le plus connu des Djalonké. La victoire de Mama Maliki, ancêtre des Timbobé, sur Mama
Djeberi, ancêtre des Djalonké, a fortement joué dans l'organisation sociale, notamment la transformation du statut d'homme libre des Djalonké à celui de groupe servile. C'est une des conséquences directes de la conquête du Fouta Djalon par le peuple islamisé. Mais avant la guerre sainte, les Djalonké et les Poulis cohabitaient pacifiquement et pratiquaient l'animisme comme croyance commune. Dites-vous, l'ancêtre des Peuls Poulis, le plus cité et le plus connu reste Koli Tengela qui s'installa dans le Télimélé. Mais une observation dans la longue durée montre que les Peuls Poulis occupèrent d'abord le plateau central avant qu'ils ne soient refoulés dans les régions périphériques du Fouta Djalon. L'histoire de Tengela est marquée par la guerre contre les musulmans. Les Djalonké et les Poulis étaient donc des alliés animistes. Et alors, on peut continuer, c'est extraordinaire ce que votre ouvrage nous donne à découvrir. Alors, on fait de l'histoire, on fait de l'économie aussi, on fait de la politique surtout. Et cette trajectoire politique passer au peigne fin par votre étude et vos travaux de recherche, c'est extrêmement intéressant. Mesdames et messieurs, le plaisir a été pour nous immense de vous proposer ces quelques extraits. Alors, on peut encore même se permettre de donner un tout dernier extrait. Alors, on va partir sur la page 9. La première édition de mon ouvrage a été publiée chez Cartala en 2007 avec une subvention du Centre d'études du monde africain, CEMAF, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Cette deuxième édition, publiée chez Panafrica Silex Nouvelles du Sud, est marquée par une double originalité. La photographie de ma mère sur la couverture de l'ouvrage, on en a parlé, et l'adoption de mon patronyme Keita à côté de mon patronyme Diop. La photographie de ma mère comme figure de femme symbolise ici le foncier, la terre, et l'on parle souvent d'ailleurs de la terre-mère ou de la terre nourricière. La mère au sein d'une famille est souvent considérée comme le potomitan. Cette expression antillaise que j'aime beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, désigne le poteau central du soutènement d'un édifice, d'une maison, d'un toit. Elle sert aussi à désigner le soutien familial, généralement celle de la mère située au centre du foyer et autour duquel toute la dynamique économique et sociale s'organise et s'appuie. C'est pourquoi la terre symbolise fortement l'image par excellence de la femme comme poteau mi-temps. Je voulais terminer donc ces extraits de lecture sur ce bel hommage que vous adressez à votre maman, mais aussi à nos mamans, à nous tous, à toutes les femmes du monde. Mesdames et messieurs, à présent, ne quittez pas, on s'en va vers la fin, mais ce n'est pas fini. À présent, nous allons passer aux questions que les lecteurs posent à notre auteur. C'est parti. Professeur Moustapha Keita Diop, bonjour. Bonjour. Alors, la première question qu'on nous fait parvenir pour vous est la suivante. Si vous devriez résumer votre ouvrage en 3 phrases, que diriez-vous? Bon, je dirais que c'est un ouvrage donc, de foncier historique, mais qui permet de comprendre aujourd'hui les problèmes qu'on vit et qui permettrait aussi de régler ces problèmes. Professeur Moustapha Keita Diop, moi, ma question est la suivante. Dites-nous, quel est le regard que vous portez aujourd'hui, de façon très brève, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le foncier en Guinée? Mon regard est un regard très critique et préoccupant parce que le problème foncier n'est pas maîtrisé ni par l'État, ni par les communautés. On est dans une sorte de confusion patrimoniale entre le public et le privé. Tout est mélangé et donc il y a lieu de faire une clarification. On ne peut pas développer un pays si le foncier n'est pas clarifié. Professeur Moustapha Keita Diop, bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante. Tout le monde s'est mis d'accord en Guinée pour dire que la terre appartient à l'État. Vous en avez parlé, mais dites-nous brièvement ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il faudrait. C'est un héritage colonial qui n'était pas destiné aux intérêts des Africains. Aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir de ce qu'on appelle la domanialité pour faire en sorte que l'État puisse organiser la terre, l'aménagement du territoire, mais laisser la terre aux communautés et aux familles et aux particuliers. Professeur Moustapha Keita Diop, merci. Merci.
Mesdames et messieurs, le plaisir a été pour nous immense de vous entretenir autour de l'ouvrage du professeur Moustapha Keita Diop, Femmes et Terre en République de Guinée, ouvrage donc publié chez Panafrica Silex Nouvelles du Sud. Professeur, merci d'avoir été en notre compagnie. Merci. Et évidemment, on vous recevra pour un autre ouvrage parce qu'on vous sait très actif sur le terrain. Ok. Merci à Mais vous. ça a été un plaisir pour moi, vraiment. Merci bien. Merci. Allez, je vous dis à la prochaine pour un autre numéro, évidemment avec un autre auteur. Mesdames et messieurs, au revoir.